Trump, Mike Pompeo ainsi que le petit Macron ont fini par annoncer ce que j'annonçais dans ma vidéo du 26 janvier 2020, c'est que le coronavirus est issu d'un laboratoire militaro-chinois de la province du Wuhan. Donc sur cette chaîne, vous avez toujours bien sûr un temps d'avance. Le but, naturellement, c'est de pouvoir survivre. L'information, c'est de pouvoir et anticiper ce qui va se passer. Mais aujourd'hui, c'est tout à fait confirmé par les plus hautes autorités mondiales. On parle même pratiquement d'une nouvelle Shoah, d'une nouvelle catastrophe mondiale, et Trump est pas loin de demander et même a demandé officiellement à la Chine de verser des dommages et intérêts, de verser des compensations financières pour le mal qu'ils ont fait à l'humanité, même si effectivement, je l'ai dit, je l'ai répété, ce mal il est d'abord fait à la Chine, qui est aujourd'hui complètement détruite, complètement anéantie, avec peut-être et potentiellement des millions de morts. Alors afin d'éviter de voir les malades s'entasser dans les hôpitaux, les gouvernements ont décrété le confinement pour étaler dans le temps la propagation de ce virus corona. Moins de morts, c'était la promesse. Naturellement, c'est un mensonge. Tous ceux qui doivent mourir mourront. Malheureusement, heureusement, c'est comme ça, c'est le destin. Plus ceux qui n'ont pas été soignés à cause du confinement. Je rappelle que dans les EHPAD en France, il y a 700 000 personnes âgées et 70 000 morts par an. On nous annonce aujourd'hui 7000 ou 8000 morts dans les EHPAD du fait du coronavirus en 2 mois, 3 mois. Voilà, la surmortalité liée au corona, c'est l'épaisseur du trait. C'est pas si considérable que cela. En 2003, si mes souvenirs sont bons, la canicule avait fait 30 000 morts chez les personnes âgées. Donc on en est quand même très très loin. La conséquence de ce confinement, ça a été bien sûr la récession. Récession en Chine, une Chine qui est complètement anéantie économiquement, qui est complètement dévastée. D'autant plus que dans la province du Wuhan, il y avait pas mal de travailleurs migrants qui ont été renvoyés dans leur province lorsque la province a été confinée. Et donc ils ont pu répandre le virus à très grande échelle dans toute la Chine. En Asie, bien sûr, c'est la récession. En Europe, nous sommes en récession. Aux USA, nous sommes en récession. Et contrairement à ce qu'on vous dit sur les chaînes d'infos en continu ou les chaînes économiques, c'est pas 5,2 ou 8,4% de récession, c'est 30-40% de l'économie qui est complètement à l'arrêt, donc c'est 30-40% de récession, c'est pas 5,4. Voilà, naturellement, les chiffres sont totalement minimisés. Et puis bien sûr, récession dans les pays exportateurs, et particulièrement dans les pays exportateurs de pétrole, un pétrole qui s'est complètement effondré, et le pétrole qui est un bon baromètre de l'activité économique. S'il n'y a plus d'activité économique, on ne consomme plus d'essence, on ne consomme plus de diesel, et les prix s'effondrent. Donc suivez davantage les prix du pétrole et le baromètre des prix du pétrole, plutôt que les informations sur les chaînes d'infos en continu. Alors, nous ne nous redresserons pas, l'économie ne se redressera pas, elle va pas repartir dans 2 semaines comme si de rien n'était, pour des tas de raisons structurelles. C'est que nous avons d'abord un endettement public et privé tout à fait massif à l'échelle de la planète. Je rappelle, on est passé de 240 000 milliards de dollars de dette mondiale en 2008 au double aujourd'hui. On est proche des 300 000 milliards de dollars de dette. Nous avons des populations vieillissantes, que ce soit en Europe, bien sûr, mais aussi en Russie, mais aussi aux États-Unis, et aussi en Chine. Je rappelle qu'en Chine, en 2020, la moitié de la population chinoise a plus de 50 ans. Alors je dis pas qu'à 50 ans on est vieux, mais c'est vrai que d'ici 2050, la population chinoise va passer d'1,350 milliard aujourd'hui à 950 millions d'habitants. On va perdre 400 millions d'habitants du fait du vieillissement et du fait aussi du décalage entre le nombre de garçons et de filles, puisque les avortements concernent davantage les filles que des garçons. Il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes en Chine, donc ce qui a un impact démographique sur le long terme. Nous sommes aussi dans une société multiraciale, donc multiraciste, donc de plus en plus violente. On le voit en Europe, on le voit aussi dans les pays qui sont des terres d'immigration, comme le Canada, comme les États-Unis, comme le Brésil, et dans toutes les provinces ou dans tous les secteurs effectivement multiracialistes, eh bien on est dans un multiracisme qui est tout à fait préoccupant et qui génère des violences et qui ne permet pas à une économie de prospérer, de repartir. Et puis nous vivons enfin dans un enfer fiscal, réglementaire et monétaire qui est de plus en plus violent. Alors la solution qu'ont trouvé nos sympathiques gouvernants, c'est la guerre. Alors c'est la guerre contre la drogue, ça peut être la guerre contre la prostitution, ça peut être la guerre contre le terrorisme, ça peut être la guerre contre la pauvreté, la guerre contre le chômage, la guerre contre le racisme.
Mais le problème de ce type de guerre, c'est que les effets recherchés sont tout à fait inverses. C'est-à-dire que la guerre contre la drogue aboutit à développer les organisations criminelles qui vendent de la drogue et à faire qu'il y a encore plus de drogue et encore plus de problèmes liés à la drogue. La guerre contre la prostitution et le proxénétisme conduit au développement d'organisations criminelles de proxénétisme international encore plus violentes. Et ce qui aggrave le problème de la prostitution, la guerre contre le terrorisme qui consiste à arrêter quiconque est soupçonné d'apologie du terrorisme et autres, eh bien mettre ces personnes en prison ne fait que les transformer véritablement en terrorisme et à développer le terrorisme. La guerre contre la pauvreté conduit au développement massif de la pauvreté. Si vous déclarez que vous êtes pauvre et qu'on vous donne un logement et qu'on vous donne un revenu en échange de rien, il est évident que la pauvreté va se développer à très grande échelle. C'est le principe en France un petit peu des restos du cœur qui prend une ampleur de plus en plus croissante chaque année. La guerre contre le chômage, c'est naturellement beaucoup plus de chômage puisqu'on subventionne les chômeurs, donc ils sont de plus en plus nombreux. La guerre contre le racisme, SOS racisme, disait-on il y a quelques années dans un pays comme la France, eh bien, à développer le racisme. SOS racisme, c'est sauvons le racisme, ou voire même inventons le racisme, puisque je le rappelle, dans les années 80, certainement que la France était un des pays les moins racistes au monde, et s'il l'est devenu en partie, c'est grâce ou à cause de SOS racisme. Les entreprises privées, plus elles réussissent, plus leur budget augmente, puisque ça veut dire qu'elles vendent leurs services, elles vendent leurs produits. Les entreprises publiques ou les entreprises étatiques fonctionnent à l'inverse. Plus elles échouent, plus leur budget augmente. Plus le budget plus il y a d'illettrés par exemple au niveau des écoles, et plus le budget de l'éducation augmente. Plus il y a de délinquance, plus le budget de la police ou de la justice augmente. Le système étatique fonctionne à l'inverse du système privé. Donc toutes ces guerres qui vont être faites pour mobiliser l'opinion publique, pour leur dire voilà, on prend les choses en main, on va se lancer dans des combats, vont aboutir en réalité à aggraver les problèmes qu'on était censé combattre et que les politiciens étaient censés combattre. Et puis le financement de ces guerres diverses et variées se fait par la planche à billets ou par la répression fiscale. Alors j'ai fait une précédente vidéo sur la répression fiscale qui va frapper maintenant de manière beaucoup plus violente la classe moyenne sur l'immobilier et sur la voiture, parce que même si vous n'avez pas de job, vous avez peut-être un immobilier et une voiture, et là on va vous défoncer la gueule, mais ça peut être aussi la planche à billets. Alors la planche à billets, ça consiste à produire des milliers de milliards d'euros, de dollars, de ce qu'on veut, pour relancer quoi? Mais pour relancer la bourse, pour faire monter les actions, pour faire monter les obligations, pour faire monter éventuellement l'immobilier, c'est-à-dire pour enrichir les riches, ceux qui ont déjà des actions, des obligations de l'immobilier, et appauvrir les pauvres. Mais aujourd'hui, l'inflation qui se met en place, elle va pas tellement conduire, elle va moins conduire que dans le passé au gonflement de ces bulles boursières et immobilières, mais elle pourrait effectivement conduire à une hausse des prix, et donc de frapper l'ensemble de la population, y compris la petite et la moyenne bourgeoisie. Alors, naturellement, cette politique de guerre, cette politique de répression fiscale, cette politique de planche à billets va susciter du mécontentement et ce qui va aboutir naturellement à la destruction de l'état de droit qui a déjà été mis de manière un petit peu expérimentale entre parenthèses par cette crise du coronavirus, où l'on a obligé les citoyens à sortir avec des attestations tamponnées par l'employeur, tamponnées par la police, tamponnées par la mairie, tamponnées par ceci ou cela, des attestations pour se rendre sur son lieu de travail, attestations pour se rendre pour aller faire ses courses ou ce genre d'activités extrêmement basique. C'est un petit peu expérimental, mais c'est vrai que dans la perspective des guerres qui vont être déclenchées dans les mois à venir, car nous sommes ici bien sûr dans de l'anticipation, et c'est important d'anticiper les choses pour survivre, eh bien nous allons avoir des multiplications de ces attestations. C'est-à-dire que demain on va vous dire, mais attendez, pour lutter contre le terrorisme, il ne faut pas que les personnes se rassemblent dans les rues et manifestent, donc il va falloir vous sortiez de chez vous avec une attestation. Pour lutter contre la prostitution, à partir de telle heure on va instaurer des couvre-feux dans certains quartiers ou dans certaines villes, et donc vous ne pourrez vous déplacer uniquement qu'avec des attestations. On va multiplier cet encadrement. La fin de l'état de droit, il faut expliquer ce qu'est en deux mots l'état de droit. L'état de droit, c'est lorsque vous avez un procès avec un homme politique ou avec le gouvernement, et qu'un juge vous donne raison.
contre le gouvernement ou contre un homme politique. Dans tous les pays où il n'y a pas d'état de droit, vous pouvez faire un procès, même si vous avez a priori la loi est de votre côté, vous avez fait les choses légalement, aucun juge n'osera aller contre le gouvernement. Donc l'état de droit, c'est lorsqu'un juge est capable d'aller contre le gouvernement. C'est ce qui mesure, c'est le baromètre qui mesure l'état de droit. Et ceci, vous allez le constater dans les mois et les années qui viennent, va disparaître. C'est-à-dire que de plus en plus, on va avoir une répression. La loi, on va la changer, on va la modifier, et les citoyens auront de moins en moins de droits. Ils seront de plus en plus traités comme de la merde, de plus en plus traités comme des esclaves, voilà, face à leur maître. La solution, c'est liberté, égalité, fraternité. Liberté, c'est liberté d'expression sans limite, c'est-à-dire c'est le droit au mensonge, c'est le droit à l'outrance. Il est extrêmement intéressant de voir qu'un homme comme Dieudonné aujourd'hui a été proclamé par les gouvernements et par les premiers ministres comme l'ennemi public numéro un humoriste. C'est assez choquant, mais parce qu'on commence par réprimer, on va dire, l'outrance et les exagérations, qui est pourtant le métier de l'humoriste, pour ensuite réprimer toutes les opinions qui peuvent être contraires aux intérêts du gouvernement ou aux intérêts des grands trusts ou des oligarques qui travaillent pour le gouvernement et qui contrôlent par exemple les médias. Donc liberté sans limite, égalité en droit. Pourquoi y aurait-il dans un pays des citoyens qui devraient sortir avec des attestations et puis d'un autre côté des hommes politiques ou des magistrats ou des policiers qui auraient des droits, qui auraient le droit de porter une arme, qui auraient le droit de se défendre et qui auraient le droit de se déplacer sans autorisation. Donc c'est égalité en droit et c'est fraternité. La fraternité, c'est que nous n'avons pas vocation aujourd'hui dans les pays occidentaux à être envahis par des populations et par des migrants planétaires. La défense nationale aujourd'hui, ça n'est pas, et je reviens sur le thème de la guerre, on va pas faire la guerre, la France va pas faire la guerre à l'Allemagne, le Canada va pas faire la guerre aux États-Unis, et l'Australie va pas faire la guerre à l'Indonésie. Il s'agit pas de guerre entre États, il s'agit de nouveaux types de guerre. La guerre, c'est simplement l'étatisation croissante de la société, et il est évident qu'aujourd'hui la défense nationale, c'est une défense qui doit être anti-invasion migratoire et non pas anti-panzer. Les panzers et les Stuka du Reich ne frapperont plus, de même que les chars soviétiques, qui n'existent plus. Donc aujourd'hui, liberté, égalité, fraternité, c'est la solution. Donc commandons Aubenas aujourd'hui, demain consul de la République, c'est quelque chose qui est relativement inéluctable, pour restaurer liberté, égalité, fraternité, et pour tenir compte des deux grands réalité de ce monde. C'est que la première réalité, c'est que l'économie a besoin d'entrepreneurs, et il ne faut pas être jaloux des entrepreneurs s'ils réussissent, s'ils réussissent et qu'ils deviennent riches. Si on crée de la richesse par millions et par milliards, c'est normal de s'enrichir. Et puis la société, le deuxième pilier, c'est qu'elle n'a pas besoin de parasites planétaires, c'est-à-dire de migrants planétaires, contrairement à ce que prônent et à ce que pensent les Macron, les Merkel, les Justin Trudeau, le pape François et Georges Soros, ces fils de chiens. Voilà. Donc puisse le sang impur de nos ennemis, puisse le sang impur des parasites abreuver nos sillons. Tuer les parasites, c'est le minimum révolutionnaire, c'est le minimum syndical. Merci à tous et à bientôt.